Salut à tous, c'est Baptiste. On se retrouve pour le deuxième épisode de ma série tuto Théorie de la performance. Merci pour tous vos retours après le premier épisode, vraiment, vous êtes au top. Cette fois au sondage, le vote a été très serré. 53% pour le vol de groupe contre 47% pour le vol dauphin. Pour le prochain épisode, le vote se fera le dimanche prochain sur mon Instagram, Baptiste Lambert Parapente. Abonnez-vous pour choisir votre sujet préféré. C'est parti. Voler en groupe en parapente. En parapente, on est constamment à la recherche d'indices sur la masse d'air. Ça peut être des autres pilotes, des oiseaux, du pollen qui vole, vraiment tout. Mais on est loin de connaître la masse d'air parfaitement et c'est pour ça qu'on a une grosse tendance à voler en groupe. Chaque pilote autour de nous va constituer un nouvel indice sur la masse d'air. On va voir comment voler en groupe en compétition. Pourquoi c'est important de savoir voler en groupe? Faut bien se mettre en tête, et c'est vraiment très important, que le but d'une compétition, c'est pas d'arriver le plus vite possible au but, mais d'y arriver bien placé par rapport à ses concurrents. J'ai ce souvenir d'une manche de compétition en Macédoine où j'avais pris un peu d'avance sur le groupe et une fois arrivé au plaf à 2900 mètres, je suis parti seul à bloc. La première transition a eu raison de moi. 10 minutes après, tout le groupe passe au-dessus de moi, soudé, efficace. J'avais déjà gagné les deux manches d'avant, mais il n'y avait pas de discard. Aïe. C'était la première fois où je me suis rendu compte que dans certaines circonstances, par exemple quand le ciel est bleu, quand c'est cyclique ou un peu stable, alors dans ces circonstances, le vol seul est trop aléatoire pour assurer une bonne place sur l'ensemble des jours de la compétition. Les échappées solitaires en plaine étant rarement durables, la première moitié de la manche au moins est composée que de vols de groupe. Reste à savoir comment rester dans le groupe. Je vais te donner quelques outils assez efficaces pour ça. Mécanisme du groupe. Tout d'abord, il faut étudier l'anatomie du groupe. En général, il y a des attaquants qui veulent soit se replacer mieux dans le groupe, soit s'en échapper. Puis, il y a les leaders de groupe. Ce sont les moteurs, ceux qui décident quand ça part et par où. Ils se servent des attaquants, donc ils les contrôlent, pour mieux définir leur route. Enfin, il y a les suiveurs, les uns après les autres, ceux qui font la masse du groupe. On va voir comment voler dans chacun de ces postes, c'est-à-dire leader et suiveur. Pour le suivi strict, tu choisis un pilote, bon de préférence, et tu le suis 20 mètres derrière, tu voles à la même vitesse que lui, tu tournes quand il tourne, bref, tu le mimes. Faut quand même avoir à peu près la même technique que lui pour pas te faire distancer. Cette stratégie peut être utile en fin de compétition par exemple, lorsqu'on n'a qu'un seul rival au jeu des discards, alors on se met en suivi strict sur lui pour rentrer avec lui au goal. Plus il y a de pilotes pour un genre de suivi strict, plus ça lisse les écarts techniques. Tu te mets au milieu du groupe avec des pilotes devant, derrière et sur les côtés. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire, tu restes bien au milieu, bien au chaud dans le groupe et tu mimes. C'est pas mal pour se reposer et passer les endroits difficiles. Maintenant, quelques principes fondamentaux pour le vol à l'intérieur du groupe. D'abord, il faut toujours te recentrer sur le meilleur thermique sans attendre. C'est-à-dire s'il y a un pilote, des oiseaux ou même du pollen qui indique un meilleur noyau que le tien, alors fonce. La capacité à se recentrer très vite va faire la différence entre les pilotes qui sont en haut de la grappe et ceux qui sont en bas. Deuxième point, du coup, tu dois toujours t'appliquer à être le plus haut. L'idée n'est pas de t'échapper du groupe, mais c'est une sécurité. Un groupe, ça s'effrite et on perd régulièrement des maillons pendant les changements de rythme. Et c'est bien sûr ceux du bas qui se retrouvent tout seuls. D'ailleurs, évite de suivre un groupe par le bas si tu t'es fait distancer. Il va plus t'induire en erreur que t'aider, vu que tu risques de prendre tous les hors-cycles. Je te conseille d'attendre plutôt dans un thermique, attendre le deuxième groupe, et là, ensemble, vous aurez peut-être une chance de rattraper le premier groupe. Ou alors, si tu le sens bien, tente une option au feeling. Troisième point, ne surpilote pas tes lignes. Bien sûr, en groupe, quand tu es en transition, il faut t'aider des autres pour ligner. Mais si tu fais trop de zigzags, tu feras trop de distance et donc ça ne sera pas à ton avantage. Tu ne peux pas être de toutes les parties. Donc ne fais des détours que si la ligne vaut vraiment le coup, et sinon il faut accepter de yoyoter un peu avec les autres pilotes. Maintenant, on va changer de poste, on va regarder les leaders. Les leaders, eux, ils vont voler autrement. S'il y a des attaquants, ils vont essayer de les contrôler. On dit qu'un pilote A est en contrôle sur B s'il est capable de revenir en plané au-dessus de B avant la fin du parcours. Voyons comment ça marche. On retrouve nos deux pilotes préférés, bleu et jaune. Jaune a un petit avantage en hauteur sur bleu. Bleu, lui, va décider de partir en premier du thermique pour essayer d'inverser jaune en trouvant un meilleur thermique en face. Jaune, il fait encore quelques tours dans son thermique faiblissant avant de suivre bleu à distance. Il se dit qu'avec son avantage en hauteur, il pourra toujours revenir sur bleu si celui-ci trouve un meilleur thermique, et en plus, jaune s'économisera le temps de recherche et de centrage du thermique. Et si l'attaquant se plante, il pourra toujours le survoler ou bien changer d'option. Mais combien de temps est-ce que jaune peut continuer à enrouler dans son thermique qui faiblit
sans risquer de se faire inverser par bleu? Tu peux juger ça avec la finesse de contrôle. C'est l'angle entre jaune et bleu, vu comme une finesse. Mets-toi dans la peau de jaune. Quand ton adversaire quitte le thermique, la finesse entre vous augmente tant que tu ne pars pas aussi en transition. En fait, il y a une finesse limite après laquelle tu ne pourras plus recoiffer bleu. Si bleu est au-dessus de cette finesse, alors tu ne le contrôles pas. Si bleu est en dessous, alors tu le contrôles. Par exemple là, c'est la dernière opportunité pour jaune de partir et recoiffer bleu. Mais il va trop attendre et dépasser cet angle limite et donc il se fera inverser. Tu vas me demander comment connaître cet angle limite. Voilà la formule si tu es curieux, tu trouveras tous les détails sur le blog de Maxime Bellemin. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le thermique est fort, plus la finesse de contrôle baisse. Et plus le thermique est faible, plus la finesse de contrôle augmente. Donc là, tu vois que pour un thermique faible, l'angle est assez plat, donc la finesse est élevée. Alors que pour un thermique assez fort, la finesse de contrôle est assez petite. Voilà un tableau qui décrit l'évolution de cette finesse limite en fonction du thermique. Tu vois que pour un thermique à 0,5, on est à 7 de finesse, alors que pour un thermique à plus 3, on est environ à 3 de finesse. Voilà un petit rappel visuel pour que tu te rendes compte de ce que ça donne. Donc en termes de sensation, il faut vraiment se sentir très haut par rapport à l'autre pilote pour être en contrôle quand le thermique est fort. En pratique, l'angle de référence te viendra plus avec l'expérience qu'avec les calculs, mais c'est une bonne base. Il faut garder en tête que ce genre de contrôle, c'est toujours limité dans le temps, parce que tu troques un peu de ton avance pour de la sécurité. Bah oui, parce que bleu quitte le thermique quand il faiblit pour trouver mieux après. Alors que toi, tu fais encore quelques tours, donc tu perds du temps dans un thermique trop faible. Bon là, tu devrais avoir un bon couteau suisse pour te servir bien du groupe. Mais n'oublie pas qu'il n'a pas toujours raison et des fois il se trompe complètement. L'exemple classique, c'est quand il y a pas mal de vent de travers. Alors chaque pilote va essayer de se placer un peu plus au vent de son adversaire, parce que ça lui permettrait de revenir plus facilement dessus si jamais il trouve une ligne ou un bon thermique. Et par effet domino, du coup, chaque pilote se décalant toujours un peu plus, le groupe général va prendre une direction beaucoup trop au vent par rapport à la direction optimale. La saison dernière au Portugal, il y avait Pepe Maleki qui est le grand spécialiste de ces moments-là. Il est parti tout seul et il a gagné 6 minutes devant tout le monde alors qu'il avait bien 10 minutes, un quart d'heure de retard au start de mémoire. Et puis, il y a le cas particulier des petits groupes. Les théories du contrôle marchent quand il y a un pilote devant, ça suffit. Mais c'est pas toujours à ton avantage de le contrôler. Que tu fasses un cross avec tes potes ou bien que tu fasses une échappée à plusieurs en compète, alors du coup ça fait un petit groupe de pilotes et là vous serez plus efficace à voler en peigne, c'est-à-dire s'écarter un peu en transition pour augmenter ses chances de trouver un thermique. C'est quasiment le seul moyen de tenir la pression face à un gros groupe qui te chasse, le tout sans prendre trop de risques stratégiques. Donc se mettre à la queue leu dans un petit groupe, c'est carrément contre-productif. Et du coup, il faut se mettre en peigne et accepter les petits yo-yo entre les pilotes sans directement se remettre sur la même ligne. Un bon pilote de compétition est un pilote complet. Je pense qu'il faut être opportuniste, jouer avec les circonstances pour décider s'il faut rester dans le groupe ou bien s'il y a une fenêtre pour s'échapper. En général, plus les conditions sont évidentes, plus on pourra voler seul efficacement, comme ça peut être le cas en montagne, ou bien quand la plaine est marquée par une belle rue de cumulus. A l'inverse, quand tout est à l'ombre ou bien quand c'est stable, alors là il faudra rester dans le groupe coûte que coûte, se faire violence même si ça traîne et se rappeler que le but d'une compétition n'est pas d'arriver au but le plus vite possible, mais d'y arriver bien placé par rapport à ses concurrents. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le vol de groupe. C'était pas un sujet facile à traiter, vu tous les cas particuliers que ça englobe, mais j'espère avoir dégrossi le plus important. Pour les prochaines vidéos, je vous proposerai sûrement des sujets qui reviendront plus aux fondamentaux, sans se concentrer uniquement sur la compétition, mais plus sur la performance en cross en général. Et ça inclura sûrement le matériel, le gonflage, enfin tout ce qui peut aider à la performance en parapente. Bien sûr, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour ne pas louper la suite.